Bonjour à tous et bienvenue. Ce soir, on est avec Nassima, Bonjour tout le qui monde. est une alumni de la Wild Code School, et on va parler du coup de cybersécurité et notamment de comment on fait pour se former au métier de DevOps. Donc Nassima, je te laisse juste te présenter si tu veux, nous dire ce que c'est justement DevOps et quel a été ton parcours à la Wild, parce que tu as fait 2 formations, je crois. Ouais, alors moi c'est Nassima, donc j'ai fait effectivement 2 formations à la Wild. Donc là actuellement, j'occupe un poste d'assistante RSSI en alternance. Donc en fait, je suis l'assistante du RSSI du BRGM. Donc c'est le bureau géologique, le bureau de recherche géologique et minier. Donc concrètement, en fait, ils étudient toute la cartographie des sous-sols de France. Et c'est plus un aspect scientifique. Mais donc du coup, comme il y a un data center, il y a pas mal de choses, donc il y a besoin de quelqu'un qui s'occupe de toute la sécurité. Et donc comme il était tout seul, bah voilà, je cherchais quelqu'un en alternance pour l'assister. Et donc moi, j'ai fait une formation donc à la Wild, j'ai fait un bootcamp déjà en développement web, donc sur du langage JavaScript, React JavaScript. Et par la suite, donc j'ai enchaîné avec 1 an d'alternance en DevOps. Donc le DevOps, j'ai envie de dire, comme il y en a beaucoup qui disent que c'est une philosophie, moi j'aurais tendance à dire que c'est un processus en fait, et c'est complémentaire. Donc c'est une façon de faire, une manière de faire, et donc c'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu le schéma en fait, un peu, ça fait un logo de l'infini, où on a tout le temps le processus qui revient à chaque fois. Et donc c'est ça en fait, le DevOps, ça permet au lancement d'un projet, au lancement d'une application, qu'est-ce qu'on fait? On la développe, on la déploie, on automatise le déploiement, et après on peut du coup changer à chaque fois qu'il y a quelque chose à changer, c'est déjà automatisé, tout ça. Donc, et ça, en fait, il faut une personne qui fait la liaison un peu entre les devs d'un côté et ceux qui sont plus ops, donc les opérationnels. Ceux qui montent l'infra, ceux qui vont faire le déploiement, tout ça. Et donc, le DevOps va permettre en fait de faire la liaison entre les deux. Et donc voilà, concrètement, je sais pas si ça parle un Ouais, c'est petit plutôt peu à clair, tout le ouais. monde. N'hésitez Et pas dans le chat à me dire d'ailleurs si c'est clair ou pas. donc On voilà. m'a dit hello. Hello. Voilà, c'est à peu près mon parcours en tout cas à la Wild. Et donc là, maintenant, je me suis lancé un nouveau défi, donc de faire un master. Donc l'intitulé exact, c'est ingénieur des systèmes de l'information, avec une option cybersécurité. Donc en gros, ça va être pendant 2 ans. Donc comme j'ai eu en fait la chance de pouvoir faire 1 an au niveau du DevOps, donc j'ai eu mon titre pro, et ça m'a permis d'intégrer directement une 4e année et pas de repasser un bachelor Ouais, derrière dans une autre école. Sachant, petit aparté, mais si la Wild avait eu des titres RNCP niveau 7 de master, j'aurais continué à la Wild. C'est là vraiment parce que la Wild ne proposait pas ce genre de diplôme. Et donc du coup, donc je me suis orientée vers une autre école, et du coup, ça concrètement, ça forme en fait à un peu vraiment tous les métiers de l'informatique. Que ce soit en fait, on a des cours sur les bases de données, on a sur de la gestion de projet, sur du management, du marketing. Après, bon, c'est pas vraiment informatique, mais ça fait partie en fait du package d'un ingénieur. Et donc on a le développement d'applications, l'automatisation, tout ça, qui font partie des 2 ans où je vais être formée, avec mon option cybersécurité, où là, on va avoir un côté plus technique avec tout ce qui est pen test, et ensuite après un côté plus, on va dire, gérance, avec ce qui est audit au niveau des systèmes d'information, de la sécurisation des systèmes d'information. Donc tu peux Voilà. faire autant du dev que travailler dans le dev que dans la cyber après. C'est ça. Donc Ok. en fait, je voulais en continuant, je voulais apporter la touche, parce que on a DevOps. Maintenant, de toute façon, maintenant il y a plein de choses qui riment avec Ops. On va avoir MLOps, on va avoir GitOps, on va avoir pas mal de choses, des termes comme ça. Là, sur le DevOps, maintenant, il y a un nouveau terme qui est DevSecOps. Donc c'est apporter la couche sécurité dans le métier de DevOps, donc dans la philosophie DevOps, le processus DevOps. Et du coup, en faisant cette formation de master, ça va me permettre d'apporter cette couche au niveau. Je pourrais autant continuer en cybersécurité que si je veux après un peu plus me rediriger encore vers le DevOps, garder DevOps, mais avec le côté sec en fait. Ah, c'est top. Et tu Voilà. faisais déjà un peu de dev et de cyber avant ou tu as changé complètement de métier quand Alors j'ai
complètement changé de métier. À la base, j'ai un BTS en commerce international. Donc, j'ai tout de suite travaillé après mon BTS en tant qu'agent de transit maritime. Donc, c'est en grosso modo la gestion administrative de toutes les importations par bateau. Donc, tout ce qui est l'envoi en dédouanement des conteneurs, ensuite relivrer les clients, tout ça. Donc vraiment rien à voir. Il y avait aussi des conteneurs un peu, du coup, je gère d'autres conteneurs maintenant parce que avec Docker c'est différent. Mais là, c'était vraiment des conteneurs physiques. Et donc voilà, donc c'est ça j'étais là-dedans avant. Et après, donc il y a eu un petit plan de restructuration. Donc donc du coup j'ai quitté l'entreprise. Je me suis consacrée à ma vie de famille. Et après, comment mon petit dernier avait l'âge d'être autonome, j'ai eu une grosse remise en question. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais plus trop de motivation pour reprendre dans le transport. Je cherchais, et puis mon conjoint est informaticien. Donc je lui ai un peu cherché, puis je suis tombée sur une pub de la Wild et hop, c'était parti, quoi. J'ai candidaté, j'ai été suivie derrière avec un conseiller auprès de Pôle emploi, donc France Travail maintenant. Vraiment top, en fait, comme il a vu que j'étais vraiment motivée à vouloir faire quelque chose, parce que du coup à la base, moi en fait, je voulais faire du développement web pour créer mon site internet, pour me mettre à mon compte sur un site e-commerce. C'était l'idée de base. Okay. J'ai complètement dévié au final. Ouais, voilà. Donc c'était totalement différent. Et finalement, je pense que c'est ça, le fait d'avoir fait le bootcamp, ça m'a un peu mis pied à l'étrier sur l'informatique. Quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé de démonter des ordis, de récupérer les disques durs, les barrettes de RAM, les trucs comme ça, de trifouiller un peu le BIOS, de péter 2-3 ordinateurs, voilà. Quand j'avais un écran bleu, je cherchais à savoir pourquoi. Ça s'arrêtait là, quoi. J'avais pas plus. Pour moi, c'était impossible de développer un site internet avant, quoi. Je m'imaginais que c'était vraiment super compliqué. Et au final, déjà le test technique à faire pour candidater au bootcamp m'a appris beaucoup de choses. Et puis après le bootcamp, ça a été 5 mois super intensifs, mais en même temps super enrichissants, que ce soit au niveau des gens que j'ai rencontrés. À savoir que c'était en full remote, donc du coup j'étais... C'est ce que j'allais te demander, ouais, si t'étais sur campus ou chez toi. Ouais, j'étais chez moi, donc j'ai rencontré des gens qui venaient de Toulouse, qui venaient de Rennes, qui venaient de Nantes, enfin c'était impressionnant. Et puis ce qui était sympa, c'était qu'il y avait beaucoup de profils comme moi en reconversion. Et donc du coup, on avait tous nos petits bagages à nous, nos petits soft skills à nous, et puis on a tous fait notre petit bout de chemin après. Avec certains, j'ai gardé des contacts. Et puis pour moi, le bootcamp, ça a vraiment été une très très bonne expérience. Et derrière, une fois que j'ai fini le bootcamp, j'ai fait un stage de 2 mois dans un studio web où pareil, j'ai rencontré des gens mais formidables. Donc c'est la personne le studio web, c'était Internet 2000, et donc la personne qui m'a recrutée, donc Molly, super gentille, super agréable. Elle m'a appris pas mal de choses au niveau de tout ce qui est design, CEO, tout ça. Et derrière, il y avait aussi Alex, donc c'est lui qui s'occupait plus de l'aspect technique. Donc il a développé un outil no-code open source qui s'appelle Silex. Et du coup, il faisait des sites internet en fait éco-conçus, donc avec une note Green IT au maximum, la plus verte possible. Et c'était génial. Enfin, j'ai adoré. C'était aussi en full remote. Donc et il y avait un ancien de la Wild qui était chez eux aussi, qui a continué en plus chez eux. Donc Jonas, et honnêtement, lui aussi m'a appris beaucoup de choses au niveau du CSS, tout ça, quoi. Et donc ça a été génial. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité, honnêtement, je candidatais à tout ce que je trouvais sur Internet pour des alternances ou du boulot derrière. Okay. Et au final, j'ai candidaté sans vraiment savoir ce qu'était DevOps, à une offre de DevOps au BRGM en alternance. Et puis finalement, j'ai passé les entretiens, RH, technique, tout ça, et ça l'a fait. Donc ils m'ont dit OK. Et là, gros vent de panique parce que j'avais l'entreprise, mais c'était en alternance, il me fallait une école. Okay. Et donc du coup, j'ai contacté la Wild et on m'a dit, c'est quoi, ça tombe bien, on a une formation DevOps qui commence là au mois de septembre. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, au niveau des entretiens que j'ai passés pour DevOps, j'ai une grosse pensée pour mon mentor que j'ai rencontré, en fait, que Alex, avec qui j'étais chez Internet 2000, m'a mis en contact.
Et lui et sa compagne ont été vraiment d'un super soutien et je les remercie vraiment, vraiment, vraiment pour tout ce qu'ils ont fait aussi. Donc c'est ça aussi. Ce qui a été génial dans cette reconversion, c'est que je suis tombée sur vraiment une multitude de personnes bienveillantes et qui cherchent à chaque fois, qui cherchaient à me pousser vers le haut, en fait, à chaque fois. Et tu as développé un bon réseau. Un réseau assez solide quand même en peu de temps, j'ai l'impression. Donc ça, c'est une grande force aussi. Ouais, honnêtement, puis comme je te dis, les gens en fait dans ce milieu-là, s'ils peuvent t'aider, s'ils peuvent te conseiller, s'ils peuvent voilà, donc derrière quand je vois comment tout le monde agit, j'ai envie de faire la même chose après derrière une fois que t'as acquis quelques connaissances, quelques contacts, si tu peux aider, si tu peux voilà, t'as envie de faire la même chose quoi derrière. Donc c'est super quoi. Je suis tombée vraiment sur des gens formidables et puis ça a continué en fait après parce que j'ai continué ma formation en DevOps. Déjà mon formateur, je crois que il a été c'est une pièce du puzzle de ma réussite aussi. Hein. Donc c'est Aurélien d'Asie. Donc vraiment c'est vraiment un super formateur. J'ai appris beaucoup avec lui. Il n'a pas hésité à donner même de son temps perso pour des debugs, pour plein de trucs. Et voilà, donc surtout que pour lui c'était aussi sa première fois où il était formateur et on a été sa première promo et d'ailleurs j'en profite, tous mes camarades de promo DevOps, donc Marie, Joss, Mathieu, Étienne, donc ça a été génial avec eux. Et, vous étiez combien dans la promo? On était dans la promo. Ok. Donc c'est bien aussi parce que du coup à 5 c'était beaucoup plus simple. Les projets, on s'est éclaté à faire les projets. Chacun avait sa petite spécialité, on va dire, dans chaque truc et c'était top quoi. C'était vraiment top. J'ai appris aussi bien d'Aurélien, le formateur, que de mes camarades. Et on a eu l'occasion avec Étienne et Marie de se rencontrer le jour du passage de titre. Donc c'était cool. Donc, parce que tout était, encore une fois, mon alternance, tout était en remote au niveau de la formation. Donc voilà, donc ça gêne en rien. Au contraire, enfin moi j'aime bien ce schéma de remote, de distanciel, parce que ça permet de t'organiser différemment. Voilà, c'était beaucoup plus simple à gérer avec une vie de famille aussi. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Le bootcamp, par contre, honnêtement, les 5 mois, c'est assez intensif. Je me rappelle d'un camarade qui me disait, j'ai tous mes potes qui me disent mais t'es passé où? On dirait t'es rentré dans une secte, on te voit plus. C'est vrai que oui, les 5 mois étaient intensifs, mais ça enlève en rien le fait d'avoir une vie à côté, hein, parce que j'ai réussi quand même avec mes enfants, tout ça, à gérer le temps. Mais voilà, après, il faut être motivé, il faut s'organiser, il faut être motivé, et puis de toute façon, après, on en apprend tout le temps. Donc l'alternance, c'est un peu moins speed, on va dire, parce que du coup, on apprend beaucoup aussi en entreprise. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu la chance de vraiment tomber sur une entreprise qui m'a fait vraiment confiance, qui m'a porté. Mon tuteur d'alternance, Romain, était vraiment impliqué. Donc limite, il était derrière moi, il voulait même m'accompagner le jour du passage de titre, tout ça, vraiment très très impliqué. Et du coup, d'avoir une entreprise qui fait confiance sur des projets, parce que j'ai pu gérer un projet de A à Z. Donc j'ai fait ma gestion de projet, ils m'ont attribué un budget pour le projet, tout ça quoi. Et c'est le projet que j'ai présenté au titre. Et donc j'ai la direction qui m'a fait confiance, j'ai mon tuteur qui m'a fait confiance. Et déjà quand on a ça, on se sent estimé, et du coup on fait les choses, on essaie de faire les choses au maximum, quoi, de se donner au maximum. Et donc voilà, après on apprend, enfin pareil, j'ai eu la chance d'avoir ce que j'apprenais en fait en formation, je l'appliquais en entreprise parce que on avait à peu près les outils similaires. Et du coup voilà, le truc c'est que j'ai trouvé l'entreprise idéale pour cette alternance. Après, ceux qui la trouvent, qui ont une entreprise qui leur permet, en fait, qui les pousse vers le haut, tout ça, foncez au niveau de l'alternance, hein, honnêtement. C'est top, quoi, parce que je pense que c'est complémentaire, le fait d'avoir la formation et l'entreprise, parce qu'on apprend, en fait, de tout le monde et c'est génial. Mais tu disais que tu avais trouvé un peu par hasard pour l'entreprise. Du coup, ton CV, tu l'avais orienté comment? Tu te présentais comme développeuse web, comme la tech, enfin, t'avais mis quoi comme Alors moi, j'avais mis en intitulé, j'avais mis développeuse web. Ok. De base. Donc et puis après, je pense c'est la lettre peut-être de motivation. Derrière, j'avais quand même expliqué mon parcours et expliqué que j'avais bien lu la fiche de poste, essayé d'orienter la lettre de motivation en fonction des technos que eux utilisaient.
Ceux que je connaissais pas, je les citais pas dans la lettre parce que ça servait à rien, quoi. Je les connais pas, donc je le fais pas. Et après, au niveau de l'entretien, mon tuteur d'alternance m'avait dit, en fait, ce qui a fait que j'ai été choisie par rapport à d'autres qui avaient postulé, c'est le fait que justement, j'explique que je sois transparente, en fait, et que j'explique que voilà mes bagages, voilà ce que je sais faire. Je sais qu'il y a ça à faire, enfin, que vous utilisez telle techno, je les connais pas. Mais par contre, je suis motivée et je suis là pour apprendre, c'est de l'alternance et voilà, quoi. Et donc là, derrière, donc, il m'a dit, voilà, il préférait avoir quelqu'un qui connaissait pas les choses et me former comme lui voulait sur certaines technos, plutôt que d'avoir quelqu'un qui sache et qui ne veuille pas forcément qu'on lui apprenne ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc s'il y a un truc aussi en entretien, c'est que les soft skills, je pense, jouent aussi pas mal. Le fait d'être motivé, de montrer que voilà, qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie d'apprendre, tout ça, ça peut aussi. Après, voilà, c'est un peu édulcoré ce que je dis, hein, c'est pas non plus le monde des bisounours, hein. Moi, je suis tombée sur vraiment une entreprise top, bienveillante, tout ça. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont pas forcément dans ces démarches-là. Faut pas non plus vendre du rêve à certains. Si voilà, je sais qu'il y en a qui se cassent un peu les dents, et puis ça peut être très frustrant aussi de tomber sur dans des entretiens des personnes qui essaient plus de casser que de recruter, on va dire. Donc, Après, c'est quand même un bon conseil dans le sens où si tu arrives en disant je sais pas faire ça, mais je suis motivée, si tu as un recruteur qui accepte de t'embaucher en le sachant, c'est qu'il est quand même prêt à te former. Donc, en général, ça limite un peu la casse, on va dire. C'est ça, ouais. C'est bien. Et du coup, tu as fait donc le bootcamp, l'alternance. Est-ce que tu as senti une différence? Tu disais le bootcamp était plus intensif. L'alternance, ça t'a laissé peut-être plus le temps du coup de prendre tes marques, le temps pour bosser les notions derrière, ou enfin le rythme il était correct? Moi, l'alternance, ouais, en cours, je crois. C'est ça, ouais. Et en fait, alors sur la semaine en cours, le mieux, ce que je conseille, moi de toute façon, je crois que c'est le même schéma sur toutes les formations de la Wild. On a le lundi en fait où on a les quêtes. Le mardi, on reprend donc le cours au niveau des quêtes. Le mercredi, souvent, c'est du temps de projet. Le jeudi, c'est des cours et des démos. Et le vendredi, du temps de projet également. Donc ce que je conseille, c'est de faire vraiment les quêtes le lundi. Mais là, ce qui était pas mal, c'est que au niveau de l'alternance DevOps, les quêtes, on n'en avait pas une quantité. On en avait en général pas plus de 3-4 par semaine. Donc le mieux, c'est de faire les quêtes le lundi, parce qu'on a la journée pour le faire. Donc vraiment se consacrer à fond à ça, pour que le mardi, on ait que les cours. Donc moi, je me forçais en fait à le faire. Je m'étais créé des routines, des trucs et tout, pour vraiment les faire mes quêtes le lundi et que ce soit fait. Et pour qu'à la fin en fait de la formation, on soit pas débordé avec des quêtes en retard. Sachant que derrière, après moi, en entreprise, j'avais toujours ce que je faisais en formation, je le repratiquais en entreprise. Donc ça contrebalançait en fait. Tout ce que j'apprenais, ça me servait après, donc je le faisais quand même sérieusement sur la semaine. Et puis on décompressait sur le temps de projet, voilà, en groupe, on était en groupe, donc c'était après plus détente, après on va dire pour s'organiser, pour tout ça. Mais ouais, c'était quand même moins la semaine. Il y avait des semaines vraiment intensives, hein. Je dis pas que voilà, c'était. Il y a des semaines où il y avait des notions où c'était quand même plus, notamment Kubernetes, tout ça, où ça a été plus costaud. Mais sinon, après, voilà, c'est plus gérable en fait. Ouais, t'as plus de temps. Et pour les projets, du coup, t'en as fait combien? Tu les fais tous en groupe ou il y en a que t'as fait en solo? Alors, on a 2 projets en groupe. Donc, on avait un premier projet qui était, on va dire, du script bash pour automatiser un déploiement d'une application. Donc, c'était assez, on va dire, c'est pas un projet vraiment abouti de A à Z. On avait juste vraiment l'automatisation d'un déploiement. Ça, c'était pas. Alors que le projet 2, c'était vraiment un projet qu'on aurait pu présenter au titre pro. Donc, il cochait vraiment tous les blocs de compétences du référentiel du titre. Et à côté de ça, on avait des checkpoints. Donc, c'est des genres de petites évaluations en fonction des étapes qu'on a franchies au niveau de la formation. Et donc, l'évaluation, donc les checkpoints, ils n'étaient pas notés. Donc, il n'y avait aucune conséquence si le checkpoint n'était pas bon, si on est passé à côté du sujet ou quoi. Il n'y a aucune conséquence sur la formation. Par contre, du coup, notre formateur donc les corrigeait, nous donnait ses commentaires et derrière nous conseillait soit si on avait raté par exemple le checkpoint de le refaire,
ou de s'entraîner à le refaire, s'entraîner sur telle notion. Soit si on l'a réussi, nous dire c'est ok, pour lui c'est validé, il estime qu'on a acquis les notions qu'on a vues en cours. Et derrière, ça lui permettait aussi de remplir, comment on appelle ça là, dans l'espace Odyssée, on a un livret de compétences, pardon. Okay. Donc ça lui permettait de remplir en fait le livret de compétences en fonction de ce qu'on avait acquis ou pas, quoi. Mais bon, encore une fois, aucune conséquence sur l'alternance. C'est pas ça qui fera que, voilà, on n'a pas l'année, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, quoi. Et puis, il vaut mieux se tromper et faire des erreurs pendant la formation que le jour du passage de titre. C'est ça. C'est pas les mêmes enjeux. C'est ça. Pour le passage de titre, d'ailleurs, tu avais présenté un projet. Oui, justement. Donc, le projet qu'on m'avait confié donc, au BRGM. Donc, c'était la montée de version d'un ordonnanceur. Donc, un ordonnanceur, c'est un outil, donc c'était Rundeck, qui permet en fait d'automatiser des tâches récurrentes. C'est-à-dire, par exemple, si on veut sauvegarder une base de données, donc par exemple, ça doit se faire, disons, je sais pas moi, tous les lundis à 14h, il faut sauvegarder la base de données. Au lieu que ce soit quelqu'un qui vienne et puis qui tape les commandes, tout ça, tous les lundis à 14h, et ben Rundeck, en fait, on lui balance un script qui dit, voilà, tous les lundis à 14h, tu enregistres tel serveur, telle base de données sur tel serveur, en fait. Il va aller se connecter, en fait, en SSH sur les serveurs, et puis il va faire sa petite tambouille avec le script qu'on lui aura donné, en fait. Et ouais, c'était un projet, et donc du coup, je me suis amusée à faire ça, parce que du coup, il a fallu que je refasse toute l'infra, c'est-à-dire qu'il fallait créer un nouveau serveur, il fallait sécuriser. En repartant de zéro, ouais. Parce que on avait accumulé ce qu'on appelle une dette technique. Et c'était une vieille version. Et du coup, pour te dire, on était en version 3, fallait passer en version 5. Sauf que, puis entre, t'as la 3.3.5, 3.3, machin, tout ça. Et au final, on a vu que la version 5 elle était pas compatible sur un format de données qu'utilisait un autre service du BRGM. Donc du coup, on a dû monter en version 4. Et le temps que le service se mette à jour pour qu'on puisse après refaire une autre montée de version. Mais du coup, ce sera pas moi qui la fera. Mais au final, j'ai laissé après de la documentation, j'avais laissé pas mal de choses aussi derrière moi. Et donc au final, c'est ce que j'ai présenté en fait au niveau du titre. Donc c'était sous forme de slide qu'on présente à l'oral. Il y a un dossier projet, ce qu'on appelle un dossier projet à rendre donc en format papier, à relier, où on explique tout le projet. Ça va plus être un genre de mémoire. Et on a un dossier pro, donc dossier professionnel, où on explique en fait en fonction des blocs de compétences tout ce qu'on a acquis, que ce soit en formation ou en alternance, toujours en format papier. Et donc le jour du titre, on a un petit examen écrit d'une petite demi-heure en anglais. Donc ça c'est pour savoir si on maîtrise les notions en anglais. C'est pas très très compliqué et il n'y a pas besoin de savoir parler un anglais. Enfin, faut juste savoir lire une doc en anglais et ça passe très bien. Et après donc présenter à l'oral auprès d'un jury. Donc le projet. L'oral c'est en français par contre. Oui, l'oral c'est en français. Oui, c'est en français l'oral. Et donc du coup j'ai présenté comment j'ai fait la montée de version de ce fameux ordonnanceur Rundeck, comment j'ai mis en place la nouvelle infra, comment je l'ai sécurisé. Et puis voilà, puis après derrière j'ai expliqué avec qui j'ai travaillé, parce que du coup j'ai pu travailler avec plusieurs personnes, pas forcément que mon tuteur. Donc j'ai travaillé par exemple avec l'ingénieur sécu parce qu'on avait ce qu'on appelle une homologation à faire au niveau de la sécurité qui devait être signée par le responsable au niveau du BRGM, comme quoi il est OK pour partager le risque entre guillemets de cette application-là. S'il y a un souci, il était OK pour qu'il connaissait l'application, il savait comment elle tournait. Donc après c'était un outil interne, donc il n'était pas ouvert sur l'extérieur. Donc, par exemple, d'ici, moi, je pouvais pas y accéder. Il fallait être vraiment avec des identifiants BRGM pour pouvoir accéder à l'outil. Donc, il n'y avait pas un enjeu sécu énorme non plus. Mais voilà, il fallait quand même le faire. Donc, j'ai pu travailler aussi avec quelqu'un qui s'est occupé de la refonte complète de tout ce qui est observabilité et monitoring au niveau des applications. Donc j'ai pu voir un peu tout le monde, quoi. Et puis donc j'ai pu aussi travailler avec le RSSI et c'est de là qui m'a proposé, parce que en fait mon tuteur actuellement, mon tuteur d'alternance de DevOps l'année dernière m'a proposé, en fait m'a dit
il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de continuer avec nous au BRGM et finalement, c'est une entreprise, enfin ils sont en fait le BRGM, ils sont comment dire sous tutelle de certains ministères et du coup ils embauchent pas à moins de bac+5. Donc du coup il m'a conseillé de trouver une école pour passer un bac+5 pour par la suite continuer avec eux. Et puis finalement après le RSSI m'a demandé, il savait que je cherchais une école, puis il m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait de continuer avec lui mais en alternance toujours. Et parce que lui cherchait quelqu'un, mais on lui a dit que c'était pas possible, qu'ils embauchaient pas. Donc derrière, on s'est dit pendant 2 ans une alternance, et puis par la suite, il m'a dit si ça t'intéresse, on continue. Et puis là, j'aurai normalement mon bac+5 si tout va bien, et puis je pourrai continuer avec eux derrière. Et tu voudrais continuer en RSSI ou plutôt DevOps, enfin retourner avec ton ancien tuteur plutôt? Alors là, pour l'instant, en fait, moi, j'ai dans le projet de continuer en cybersécurité. Donc toujours avec mon actuel tuteur, le RSSI du BRGM. Et de toute manière, dans mon temps libre, je continue encore à faire du DevOps. J'ai investi sur un serveur que j'ai mis dans le garage, je me crée mes VM, tout ça, quoi. Donc derrière, je fais encore des trucs. Mais en fait, l'avantage, je me dis, l'avantage, c'est d'avoir, parce que là, vraiment, assistante RSSI, c'est beaucoup de gérance. C'est des campagnes, par exemple, de phishing, c'est de la formation auprès des collaborateurs pour les bonnes pratiques au niveau cybersécurité. Il n'y a pas vraiment, enfin, il y a de la technique, mais c'est pas poussé, quoi. Alors que là, je me dis, avec de la technique DevOps, derrière, j'ai quand même plus l'œil sur certaines pratiques, en fait, au niveau... Et donc, c'est ça aussi que voulait le RSSI, quelqu'un avec un profil un peu plus technique pour pouvoir un peu plus avancer au niveau, que ce soit appli, que ce soit même dans les locaux, tout ce qui est vidéosurveillance, ce genre de choses, quoi. Et donc, voilà. Donc, mais il n'empêche que, voilà, j'aurais en fait ces 2 aspects. Donc, je sais que si je continue avec lui, je pourrais continuer aussi de pratiquer mon DevOps. Pas tout le temps, mais sur certaines tâches. Et puis à côté, je le fais sur mon temps libre aussi. Mais c'est vraiment là, c'est question d'opportunité. Parce que à la base, c'est pareil. Hein. Encore une fois, je voulais me lancer après à mon compte, après la formation en DevOps. Je voulais me lancer à mon compte, faire des petites missions, des trucs comme ça. Et puis au final, voilà, notre opportunité qui m'a ouvert les bras, donc je pouvais pas dire non, quoi. Après, tu auras le temps plus tard peut-être de te lancer à ton compte. Puis c'est vrai que quand on se lance à son compte, il y a tellement de choses à gérer que c'est pas plus mal parfois aussi d'être en alternance ou en CDI dans une entreprise. Ça t'évite tout l'aspect RH, salaire, etc., compta à gérer. C'est ça. Au moins pour les premiers temps. Ouais, je me dis oui, c'est vrai que là, je compte me faire un peu d'expérience dans un premier temps, d'asseoir une bonne expérience et puis pour savoir de quoi je parle. On est tout le temps en formation, donc en vrai, on a tout le temps besoin, même les DevOps, ceux qui sont depuis des années DevOps, ils ont besoin tout le temps d'être en veille, de tout le temps apprendre, de tout le temps. Donc je me dis, voilà, c'est vraiment apprendre les bonnes pratiques, les bonnes choses, les bons outils aussi, parce que en fait, c'est les outils aussi qui font que quand on maîtrise bien un outil, on peut prétendre à dire, voilà, je suis expert dans ça, ça, ça. Et si on voit un outil par-ci, un autre outil par-là, c'est un peu comme le langage de programmation. Il vaut mieux se concentrer sur un langage, le maîtriser, plutôt que d'aller un peu par-ci, un peu par-là, et puis savoir un peu ça, mais voilà, sans plus. Et est-ce que tu connaissais le métier de DevOps justement quand tu as commencé ta reconversion? Parce que tu as commencé justement par du développement web. Est-ce que la cyber te faisait déjà un peu de l'œil et tu voulais t'orienter par là après, ou c'était vraiment une question d'opportunité? Alors, au niveau du DevOps, quand j'ai commencé ma reconversion, je connaissais pas. J'en ai entendu parler au bootcamp, donc c'est mon formateur, on discutait, puis on lui a demandé c'est lesquels les métiers en fait qui sont potentiellement qui pourraient nous ouvrir les portes. Et donc il nous a parlé de DevOps, mais c'était un terme qui était répandu, mais c'était pas vraiment un métier au départ. On savait pas trop ce que c'était, quoi. Et puis finalement, j'ai appris ce que c'était quand j'ai postulé. Et puis j'ai eu plusieurs définitions. Donc c'est vrai que c'était pour moi la vraie définition, c'est celle que j'ai donnée au début au niveau du processus. Et sinon après c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Concrètement, il faut chercher des solutions à des bugs, à plein de choses, quoi. Et du coup après au niveau de la cyber, je pense comme
toute personne qui est dans l'informatique, on s'imagine un peu Mister Robot, des trucs comme ça, le hacker sous sa capuche, tout ça. Et puis, bon, je pensais que c'était vraiment inaccessible, en fait, au départ, la cyber. Je pensais que c'était vraiment dédié à des personnes très techniques, qui avaient beaucoup de bagages, qui ont commencé ça quand ils étaient ados, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et puis au final, j'ai découvert que pas forcément. On peut apprendre certaines techniques. Et puis justement, ce qui fait aussi, c'est les outils. Les outils qu'on utilise, ça aide aussi. Donc, et puis après, il y a tout ce côté aussi gérance, en fait, où ça va être moins technique, mais où on va pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice. Si, par exemple, je sais pas moi, le service compta, on lui a appris à faire attention, à pas cliquer sur n'importe quel lien quand on reçoit un mail, par exemple. Donc, c'est des choses comme ça, en fait, après qui... Et puis au final, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, cybersécurité. Allons-y, c'était un peu comme le dev, hein, au départ. Je me suis dit, bon, allons-y, et puis allons-y, puis au final, voilà, quoi. Petit à petit, ça se dessine. Ouais. Est-ce que tu penses qu'avoir fait du dev avant, c'est obligatoire pour aller en DevOps? Enfin, est-ce que toi, ça t'a aidé? Alors, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais par contre, ça m'a beaucoup aidé. Dans le sens où on développe en fait des scripts d'automatisation, que ce soit en Bash ou en Python. Alors moi, par contre, Python, je connaissais pas. Pour moi, c'était un langage pour les datas. Et au final, j'ai appris justement avec mon projet Rundeck à développer des scripts en Python, d'automatisation, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, en fait, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir appris un autre langage avant. Donc la logique est tout le temps la même. Et le fait de justement d'avoir fait du dev, ça m'a beaucoup aidé en fait. Après, voilà, on peut venir du dev, comme on peut venir dans DevOps, il y a Ops, hein, donc opérationnel. Donc on peut être admin 6, on peut être ou même dans le réseau. Je pense que en fait, c'est complémentaire. On peut avoir peut-être... Après, le seul truc qu'il faut avoir, c'est vraiment de la motivation. Moi, j'étais plus avec un profil dev. Tout ce qui est réseau, je connaissais pas. Donc il faut apprendre, faut se mettre dedans, faut essayer de se motiver au maximum pour apprendre toutes ces nouvelles notions. Et à mon sens, le fait de venir du dev, ça m'a pas pénalisé, mais on va dire fallait que je travaille un peu plus sur le côté réseau, sur le côté opérationnel en fait. Là où quelqu'un qui viendra du réseau, de l'opérationnel, devra peut-être un peu plus travailler au niveau du dev. Mais en soi, c'est complémentaire. Pour moi, c'est complémentaire. On peut vraiment venir de différents profils et de s'en sortir très bien à partir du moment où on est motivé et qu'on veut vraiment aller au bout de la formation et qu'on a en plus tout l'environnement nécessaire, le bon formateur, la bonne entreprise, les bons camarades. Enfin, voilà, tout y fait, quoi. Et est-ce que, justement, tu dis tu as dû te mettre à niveau, etc. Est-ce que tu travaillais en dehors des cours, du coup? Alors, est-ce que ça demandait beaucoup de travail en plus? Alors, ça demandait pas autant de travail que ça. Moi, après, voilà, ça dépend les personnes. Moi, je sais que la nuit, je dors pas beaucoup, donc j'aime bien. C'était souvent la nuit que je faisais pour beaucoup que je pratiquais beaucoup. Et pas hésiter, du coup, à mettre les mains dans le cambouis et à aller faire les choses et de se casser les dents, de débugger, de tout ça. Donc, pour te dire, au départ, moi, tout départ de la formation, une connexion SSH, je savais pas ce que c'était. J'avais encore du mal à savoir comment faire pour se connecter, machin, tout ça. Et puis au final, là, maintenant, je sais que j'arrive à le faire les yeux fermés, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est des petits détails, hein, mais venant du dev, on n'avait pas eu forcément besoin à se connecter à distance, à des machines distantes. Et là, il a fallu apprendre à le faire, il a fallu apprendre à faire des scripts, à faire pas mal de choses. Et ça, voilà, ça m'a demandé du temps perso. Mais derrière, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les démos que nous faisait le formateur. Donc notre formateur, tous les jeudis, nous faisait une petite démo qu'il enregistrait. Et ça, des fois, quand je dis il faut passer du temps, c'est pas forcément être sur l'écran à taper sur le clavier. Mais par exemple, au lieu de regarder une vidéo sur YouTube ou de regarder un film le soir, j'avais mon formateur en replay sur mon téléphone, quoi. Ah, c'est quand même une grande implication, non? Enfin, là, tu passes littéralement tes journées. En fait, honnêtement, je voulais vraiment réussir, moi, ma reconversion. Je comptais vraiment, je me disais, j'angoissais un petit peu après parce que comme je me suis lancée après sur le master, ils m'ont accepté en 4e année sous condition d'avoir le titre. Et donc, je me disais, si je l'ai pas, j'ai tout mon château de cartes qui s'écroule. Enfin, voilà.
Donc j'essayais au maximum d'être impliquée, de faire les choses. Et puis bon, ça me passionnait aussi, hein. Donc quand on est passionné, normalement, voilà, c'est plus vraiment du travail, quoi. Et tu disais, la nuit, tu dors pas beaucoup, etc. Est-ce que tu as réussi quand même à maintenir un équilibre pour justement allier ta vie personnelle et la formation? Ou est-ce que tu as eu besoin d'aide? Enfin, comment tu l'as vécu ça? Parce que je sais que pour avoir parlé avec pas mal d'alumni maintenant, ce qui en général pose plus problème, c'est vraiment tout ce qui est question d'organisation, surtout quand on a une femme ou un mari, des enfants. Enfin là, c'est pas la même organisation que quand on est seul. Donc toi, comment tu l'as vécu? Enfin, est-ce que tu as eu de l'aide un peu? Est-ce que ça s'est bien passé à ce niveau-là? Alors oui, donc moi du coup j'ai un mari et des enfants et donc derrière, j'avais mis en place, du coup la périscolaire pour les enfants, donc qui aide pas mal. J'ai mon conjoint qui était très présent aussi, donc qui m'a beaucoup aidée, beaucoup portée aussi. Et puis bon, j'ai la famille aussi, quand il y avait besoin, j'avais ma mère qui pouvait s'occuper des enfants, tout ça. Donc quand on est bien entouré, autant en profiter en fait, hein. Après c'est vrai que l'équilibre au niveau de l'alternance, comme j'étais en entreprise, j'avais le droit des congés, des RTT. Donc ça me permettait aussi de souffler, de prendre quelques jours par-ci à droite à gauche. Et là où je décrochais vraiment, du coup, j'ouvrais pas le PC, j'étais en congé. Après, il faut savoir aussi équilibrer les choses et se dire, quand je suis en formation, ok, je suis en formation. Quand je suis en entreprise, je suis en entreprise. Quand je suis en congé ou en week-end, là, on décroche complet, quoi. On essaie de pas trop... La nuit, je dormais pas, mais parce que voilà, c'est moi qui suis comme ça, en fait. Hein, Mais si ça m'empêchait pas, quand je suis crevée, voilà... 17h30, la formation se terminait, je coupais tout. En fait, j'étais consacrée aux enfants jusqu'à qu'ils aillent se coucher. Et puis voilà, c'est vrai, comme on dit, des fois je dis il me faudrait des journées de 48 heures pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, comme toutes les personnes qui travaillent, voilà, après c'est des choses à apprendre à équilibrer. Voilà, des fois, par exemple, j'accumulais, il y a des moments où la formation m'a beaucoup pris et du coup, j'accumulais par exemple du linge à laver. J'avais mon conjoint qui m'aidait à essayer de mettre 2-3 machines. Mais après, je me disais, c'est pas grave, il y a du retard et puis je rattraperai ça quand j'aurai l'occasion. Mais pas se mettre la pression. Pas se mettre la pression parce qu'après, c'est vrai que ça met une mauvaise ambiance à la maison. Et c'est vrai que là-dessus, je mettais un objectif de pas ce qui est formation boulot, c'est formation boulot et après le reste c'est les enfants, je suis avec eux, mon mari je suis avec lui, enfin voilà, essayer de faire en sorte que la formation ou l'alternance soit pas trop chronophage en fait par rapport à la vie de famille. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours un équilibre, on a l'impression de jongler à chaque fois et c'est fatigant. C'est vrai que c'est fatigant, mais pas insurmontable. Et puis la satisfaction une fois qu'on a le diplôme en fait aussi. Hein. Donc on se dit derrière tous ces sacrifices, tout ça, ça n'a pas été pour rien. Donc voilà. Après, tu as un distanciel. Là, tu es aussi en distanciel dans ta nouvelle alternance? Alors non, je suis pas en distanciel, je suis en présentiel. Okay. Et j'avoue que ça me fait bizarre. Et le distanciel, honnêtement, c'est le bon combo. Pour moi, c'était mieux en distanciel qu'en présentiel. Après, je comprends que ce soit du présentiel parce qu'ils forment des ingénieurs, donc il faut des formateurs qui soient sur place, qui fassent les choses. Parce qu'après, c'est vrai que c'est trop simple de balancer des cours comme ça et puis de dire allez débrouillez-vous quoi. Mais là, c'est quand même plus cadré dans ce sens-là. Mais j'avoue que voilà, l'année dernière, pour moi, la qualité aussi des cours à la Weld, je vois la différence. Hein. Pourtant, je suis en train de faire un master, mais je vois la qualité. Par exemple, on travaille sur tout ce qui est base de données. Et le bootcamp que j'ai fait, j'avais déjà toutes les notions en fait. Donc là, limite, les 2 jours qui sont arrivés, je m'ennuyais un peu parce que je savais déjà tout ce qui avait été fait. Et donc c'est vrai que la qualité des cours de la Weld, en tout cas pour moi, c'est c'est une bonne école. Hein. Honnêtement, c'est une bonne école. Mais c'est tant mieux aussi parce que ça te permet de souffler et de faire peut-être une petite pause aussi en disant ok, là c'est des notions que j'ai déjà vues. Ça arrivera pas tout le temps donc. C'est vrai. C'est plus cool. Et pour la suite, du coup, tu voudrais rester dans l'entreprise où tu es actuellement ou tu voudrais te mettre en freelance? Tu disais que tu voulais attendre peut-être un peu avant de te lancer en freelance. Ouais, je veux vraiment faire une bonne expérience. Et la boîte où je suis, honnêtement, elle permet de bien se former. Et donc mon tuteur là actuel a une très bonne expérience. Il est très pédagogue, tout ça. Donc je crois que j'ai beaucoup à apprendre de lui.
Et honnêtement, ouais, pour l'instant, j'aimerais bien continuer chez eux et puis me faire ma petite expérience. Et puis derrière, si jamais, par exemple, il n'y a pas la possibilité que je continue là-bas, je postulerai pour avoir de l'expérience dans une boîte en tant que salarié, quoi. Pas, en tout cas, je me lancerai pas tout de suite. Je me sens pas, en fait, je sens que j'ai pas assez d'expérience pour me lancer comme ça toute seule tout de suite. Et tu donnerais quel conseil? C'est une question un peu difficile parce que j'imagine que tu es encore un peu dedans et puis tu as eu beaucoup d'expérience déjà, Ouais. avec le bootcamp, les différentes alternances. Mais tu donnerais quel conseil à des personnes qui envisagent justement de se reconvertir, mais qui se disent comme toi, tu pouvais te dire, avant avec la cyber: «Ah, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas» ou «Il y a trop de choses à apprendre, j'arriverai jamais à me mettre au niveau». C'est quoi ton conseil pour se lancer là-dedans et justement dépasser cette peur un peu? Moi, j'aurais tendance à dire, en gros, il faut foncer et pas trop réfléchir parce que, en fait, le fait de réfléchir, de ressasser, on se met des freins et de se dire: «Bon, j'y vais, on verra bien ce que ça va donner». De toute manière, voilà. Moi, pour mon cas, j'étais en congé maternité, j'avais fini mon congé maternité, le petit rentrait à l'école. Je voulais vraiment faire quelque chose et je me suis dit: «Bah, de toute manière, là, je fais rien, donc autant, voilà, foncer et puis on verra bien. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bon, je retourne à ce que je faisais, quoi». Et au final, finalement, j'ai bien fait de pas trop réfléchir et d'y aller, quoi. Et je pense qu'après, faut pas se mettre des freins. Et honnêtement, c'est toujours du plus parce qu'en plus, on apprend à connaître des personnes différentes, des profils différents. On se crée notre réseau aussi. Donc, ça peut être pas mal aussi, quoi. Complètement. Et Voilà. pour le réseau, du coup, toi, tu as 3 années maintenant quasiment d'expérience. Est-ce que tu pensais que tu te ferais un réseau aussi facilement? Je veux dire, en termes de grandeur de réseau, souvent on entend que c'est le plus important quand on se reconvertit, et cetera, d'avoir un bon réseau. Mmh. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves que ton réseau, il est assez solide? Est-ce qu'il te faudra encore peut-être quelques années pour vraiment le consolider? Je pense qu'il me faudra encore quelques années pour le consolider. Peut-être montrer en plus ce que je sais faire, mon expérience. Peut-être que ça légitimerait en fait chez certaines personnes de mon réseau. Et puis en même temps, je me suis créé mon petit réseau à mon niveau, on va dire, avec mes anciens camarades de promo, mes formateurs, l'entreprise où j'ai fait mon stage. Donc c'est vrai que c'est des personnes, en fait, chaque personne qui m'a aidé, qui m'a poussé, j'ai gardé contact. Et derrière, je me dis, si d'autres personnes, si moi aussi, à mon niveau, je peux aider grâce à mon réseau d'autres personnes, ça fera que faire grossir le réseau et de l'entraide, en fait. C'est ce qui, à mon sens, c'est ce qui permet, en fait, d'avancer en tout cas, au niveau de tout ce qui est technique, de tout ce qui est recherche d'emploi, quoi. Et là, on parle de réseau, et cetera. Du coup, tu disais que tu étais aussi en lien avec, des anciens de la Wild, sur un réseau en soi. Oui. Donc ouais, toi, tu as le réseau bootcamp plus alternance, Mmh. donc ça, c'est chouette quand même. Ah oui, non. Et honnêtement, je le redis encore, j'insiste, mais les gens que j'ai rencontrés, que ce soit en bootcamp ou en alternance, au niveau de la Wild, c'est des gens que j'ai pas oubliés. Et puis après, voilà, chacun est occupé dans ce qu'il fait, donc on se contacte moins souvent, mais il n'empêche que de temps en temps, il y a des petites nouvelles à droite à gauche. Sur LinkedIn, on reste toujours en contact. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est chouette de voir l'évolution de chacun. Et puis c'est marrant de voir aussi comment on s'imaginait en fait chacun. On dit, ah, toi t'as plus un profil front, toi t'as plus un profil back, machin, tout ça. Et puis au final, on a vu chacun où on s'est dirigé après par la suite, quoi. Et ça s'est confirmé ou pas du tout? Ça s'est confirmé pour certains, oui. Et pour moi, oui aussi, parce que honnêtement, tout ce qui est front, design, c'était un peu voilà, quoi, c'était pas ce que j'appréciais le plus au niveau de l'informatique. Et c'est vrai que au final, de faire du DevOps, de faire plus de l'infra, de rentrer vraiment dans les entrailles des machines, c'est des choses que j'appréciais plus. Donc ça s'est confirmé pour mon cas, et puis pour certains, pareil aussi. Ceux qui avaient plus le profil front, qui ont trouvé des postes en front, ceux qui ont trouvé qui se sont lancés dans le no-code à leur compte, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, c'est top. Sur une petite promo, il y a quand même beaucoup de profils, hein. Beaucoup, Ça, c'est sur le profil des bootcamps, enfin du bootcamp. Après, sur notre promo à nous, au niveau DevOps, il y a plus, on avait Marie qui était plus cybersécu aussi, et qui est d'ailleurs que j'admire beaucoup.
parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses au niveau sécu. Et elle, voilà, a continué. Donc, elle a toujours son profil DevOps avec son bagage cyber, en fait. On a Mathieu aussi, que lui, alors lui, ça fusait partout. Il connaissait plein de choses. Il nous a appris pas mal de choses et tout. Il maîtrisait des outils DevOps, mais génial, quoi. Et donc lui, bah du coup, honnêtement, au niveau DevOps, il a un profil complet. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent recruter, n'hésitez pas à aller chercher les camarades de promo. Étienne, c'est pareil, avec qui j'avais beaucoup travaillé sur Ansible, un outil d'automatisation qui a vraiment fait du bon boulot à ce niveau-là. Et puis Joss aussi. Joss, il a eu un profil plus cloud, donc il travaillait beaucoup sur AWS. Et puis c'est pareil, donc on a chacun notre petite expérience et puis on a nos petits profils de notre côté en fait après. Ah, c'est top. Bah, j'espère que vous resterez en contact en tout cas et que tu continueras de les suivre de près ou de loin d'ailleurs. Ah oui, je les lâcherai pas de toute façon. Je les embêterai tout le temps. Actuellement. J'espère, je leur ai envoyé une petite annonce là sur notre groupe et j'espère qu'ils sont là. Je leur ai dit que je pensais à eux, genre je parlerai d'eux et tout. Ils m'ont donné l'autorisation. Ça va. Mais en tout cas, ton parcours il est impressionnant, donc bravo. Parce que déjà faire une reconversion, c'est pas évident. Donc enchaîner derrière sur 2 alternances pour se spécialiser toujours plus, c'est pas évident. En général, l'alternance, on a hâte que ça finisse au bout d'un certain moment. Donc reprendre une 2e alternance par la suite, franchement bravo. Merci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir justement partagé ton parcours, Nassima. De rien. Avec hyper plaisir. Intéressant et justement un peu atypique dans le sens où toi-même tu pensais pas que tu allais te former à ce métier-là quand tu as commencé. Donc ça montre aussi que parfois il faut juste se laisser guider et que le hasard et les opportunités peuvent faire aussi les choses. Il faut juste se lancer comme tu l'as dit. Mais en tout cas, merci beaucoup et puis le meilleur pour la suite. Et dans tous les cas, nous on prendra de tes nouvelles, on ne te lâchera pas non plus. Ok, avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé et puis n'hésitez pas si vous avez des recos de métiers desquels vous aimeriez qu'on parle pour la suite ou des recos sur la tech, n'hésitez pas.